Bonjour. Bonjour. Bon, on commence à se connecter, tranquillement. On va attendre un petit peu encore, peut-être une petite minute avant de se lancer. Il est 11 heures pile, donc c'est déjà bien. Merci à toutes les personnes qui sont présentes, dès maintenant et qui étaient même présentes en avance. J'ai surveillé, j'ai la liste. Bravo. Et pour info, si jamais vous connaissez pas, donc du coup, Livestorm, vous avez en bas, je vais en reparler après quand on va lancer effectivement le webinar, mais vous avez en bas une partie chat, éventuellement, en tout cas si jamais vous avez envie de mettre des mots dedans. Sinon, il y a une partie questions. Je vous recommande d'aller dans cette section questions pour aller poser des questions. Il y a des moments où on va prendre le temps de répondre aux questions. On va pas les répondre tout de suite, mais après, donc ça nous permet de bien lister un peu, qui demande quoi, de voir aussi si jamais votre question n'a pas déjà été posée avant et de pouvoir upvote, les choses et vous allez avoir de temps en temps des sondages qui vont apparaître. Je crois il y en a 4 ou 5 durant le webinaire. C'est juste pour récolter un peu des infos sur vous, pour avoir en fait vos avis, voir où est-ce que vous en êtes pour qu'on puisse, aussi affiner un petit peu pendant qu'on fait la présentation, d'affiner notre propre présentation. Bon écoute Lisa, je pense qu'on peut se lancer. Nico, tu es prêt aussi? Oui, totalement. Ah bah, c'est super alors du coup. Moi je vais partager mon écran et comme ça on se lance. Bonjour tout le monde, et donc, du coup bienvenue, sur ce webinaire, qui va vous présenter la sortie de notre nouvelle solution Policy and Benchmark Compliance, mais également, de Rudder 9 qui est notre nouvelle version de Rudder qui est disponible depuis, quelques jours maintenant. Bienvenue sur ce webinaire. Moi je suis Alexandre Brianceau, je suis le président, de la société et puis je suis accompagné de Nicolas. Alors bonjour, je suis Nicolas Charles, je suis responsable des services chez Roder et je suis aussi cofondateur de la société. Oui, c'est vrai. Bonjour Adam, merci pour le petit message dans le chat. Et donc, du coup, on va pouvoir continuer, cette présentation. Donc je le disais juste avant, on est sur Livestorm, donc vous pouvez, poser des questions en bas dans la section questions et vous allez avoir de temps en temps une pop-up qui va s'afficher, pour, vous poser, quelques petites, questions, en sondage. Et donc du coup, ça va vous permettre de pouvoir, nous permettre en tout cas de pouvoir adapter un petit peu le contenu en fonction de ce que vous allez, nous donner comme info. Donc aujourd'hui, on va parler, donc de la nouvelle solution Policy Benchmark, des enjeux qui y sont liés, vous présenter la nouvelle feature et avoir une démo associée. On répondra aux questions à la fin et puis ensuite dans la deuxième partie, c'est Nicolas qui nous parlera plus précisément de Rudder 9 et des impacts, pour les utilisateurs de Rudder, qui veulent mettre à jour en Rudder 9. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin celles et ceux qui ne connaissent pas, Rudder, Rudder c'est une solution française, une plateforme, d'automatisation, des systèmes Linux, Windows, qui a pour objectif d'aider les ops et les SecOps à pouvoir sécuriser leurs infrastructures système. On retrouve dans notre produit 3 grandes solutions. Une solution plutôt orientée gestion de configuration dans l'objectif de déployer des configurations et les maintenir dans le temps, donc dans un sens de maintien en conditions opérationnelles et de maintien en conditions de sécurité, avec une notion d'audit et d'enforce. Donc on peut faire que de l'audit et juste contrôler, le niveau de conformité. C'est plutôt les équipes de sécurité qui vont utiliser le produit comme ça ou alors avec de l'audit et de la remédiation et donc là, on est plutôt dans les équipes ops, sysadmin, pour pouvoir, déployer donc là, on est typiquement, dans la même sphère que Ansible, Puppet, Chef, dans ce type d'outillage-là. Ensuite, on a une partie sur la mise à jour et la gestion des vulnérabilités. Donc là, pour orchestrer les mises à jour dans le temps, donc avec une vision plutôt admin 6, on va dire. Donc c'est vraiment un objectif d'orchestrer les serveurs, selon la pré-prod, la prod, et donc de pouvoir gérer aussi les remédiations de vulnérabilités qui sont associées. Et la nouvelle solution qu'on vous présente aujourd'hui, Policy and Benchmark Compliance, qui elle est plutôt dédiée à pouvoir implémenter une norme et de pouvoir regarder par rapport à cette norme à quel point vous êtes conforme, avec toujours cette logique d'audit remédiation, mais vraiment avec un visuel à part sur la remédiation, enfin par rapport à la norme.
On a, associé à ça une notion de scoring qui nous permet de pouvoir mieux identifier les endroits où on a plus ou moins de difficultés à mettre en place son modèle de sécurité. Parce que c'est bien l'objectif, nous, en tant qu'outil, de vous aider à implémenter votre propre modèle de sécurité sur votre prod, de le suivre dans le temps et de le maintenir dans le temps. Je ne vais pas m'étendre, sur les clients. Si vous avez des questions, des sujets, n'hésitez pas à en parler avec nous. Peut-être avant de commencer sur cette partie-là, puisque se mettre en conformité par rapport à quoi? C'est vrai que, ben, en fait, il y a beaucoup de normes, beaucoup de guides qui existent, et donc j'en profite pour poser la question à tout le monde à travers un sondage. Est-ce que vous connaissez le CIS Benchmark? Et si oui, c'est quoi votre relation avec, le CIS Benchmark, aujourd'hui? Hem, donc ça serait intéressant d'avoir, vos retours, là-dessus. Et donc du coup, on a, plein de guides et plein de normes qui existent. Vous connaissez des normes comme l'ISO 27001, c'est certain, PCI DSS pour ceux qui traitent de la donnée bancaire. On a NIS2, DORA qui sont aussi, des normes un peu plus haut niveau, SecNumCloud en France aussi en particulier. Et on a aussi plus des bonnes pratiques comme par exemple les guides de durcissement, de l'ANSSI, et donc le CIS Benchmark qui fait plutôt partie des bonnes pratiques. Excusez-moi. Bref, il y en a quand même beaucoup. Et alors si on voulait le faire exprès, je pense qu'on aurait du mal à le faire. Je vois qu'on a eu quand même la plupart des votants et c'est hyper bien réparti entre tout le monde. On a donc, aussi bien des gens qui n'ont jamais entendu parler de CIS Benchmark que des gens qui appliquent déjà parfaitement, CIS Benchmark. Donc, c'est vraiment très, très étagé. Donc en tout cas, CIS Benchmark, on va pas faire un gros focus dessus non plus aujourd'hui, mais pour la faire courte, les normes de sécu, c'est très bien. C'est très orienté process et gouvernance et gestion des risques quand même en majorité. On peut quasiment, se mettre en conformité qu'avec, un jeu de questionnaires, de réponses et de documentation associée pour dire qu'on gère le risque et qu'on gère le suivi, de cette norme. Et puis à chaque audit, on va aller, regarder est-ce que vous avez appliqué ou pas les recommandations de l'auditeur. Et donc, c'est beaucoup de documentation. Et puis, beh, ça a forcément quand même eu un impact à un moment donné sur la production et sur les machines. Et donc pour pouvoir faire ça, il y a des politiques de sécurité avec des guides souvent qui sont associés sur, bon OK, ça veut dire quoi concrètement sur les machines? Donc la gestion des mots de passe, des utilisateurs, des droits et cetera. Et est apparu quand même le besoin d'essayer de normer ou tout du moins de trouver des ensembles de bonnes pratiques sur, au fait, quand on dit qu'il faut, gérer par exemple, le moindre droit, le least privilege ou alors, les ouvertures de port ou la gestion du pare-feu sur l'hôte, et beh, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi les bonnes valeurs? Quelles sont les bonnes pratiques du marché? CIS, qui est donc, un organisme américain, a décidé du coup de faire un ensemble de bonnes pratiques associées à ça. Et donc ils en ont tiré, alors ça dépend, mais on va dire environ 500 contrôles, ce qui est quand même beaucoup avec à chaque fois des explications de pourquoi. Donc ça rejoint un petit peu le guide de durcissement de l'ANSSI en quelque sorte. C'est vraiment très pratico-pratique, du concret. Et du coup, c'est devenu un peu un standard aujourd'hui sur le marché parce que c'est celui qui répond en grande partie à l'ensemble des autres normes au-dessus qui sont donc, comme je le disais, plutôt fonctionnelles. Et c'est très complémentaire. Et donc, en gros, si on veut appliquer des normes de sécurité sur les machines concrètement, on s'appuie très largement et très souvent sur le CIS Benchmark. Donc nous, c'est ce qu'on a décidé de commencer à implémenter. Bref, donc quand on fait les choses, quand on veut se mettre en conformité, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on va choisir. Et dans ce qu'on va choisir, je disais, par exemple, dans le cadre de CIS, on a près de 500, 500 contrôles qui sont mis en place. Il y en a des fois un peu moins, un peu plus, ça dépend des systèmes, mais il faut encore pouvoir s'y retrouver. Lesquels on voudra appliquer, lesquels on voudra ignorer, lesquels on voudra adapter parce que ça correspond peut-être pas à votre propre politique de sécurité. Et puis ensuite, il va falloir aller regarder sur chaque machine, au fait, on en est où? Est-ce qu'on est conforme? Est-ce qu'on n'est pas conforme? Heu, Est-ce qu'on va pouvoir y remédier? Où est-ce qu'on va aller? Et donc ça peut être assez long à faire, même si vous êtes outillé. Notamment à cause de la partie reporting qui est pas toujours évidente et puis souvent, c'est le jeu de se renvoyer la balle, quoi. Les équipes de sécu vont faire l'audit: «Ah tiens, on n'est pas conforme là-dessus», ils vont renvoyer ça à l'équipe de prod ou aux infogérants qui, par exemple, vont peut-être gérer les remédiations pour vous. Ils vont les faire, ils vont vous dire: «Bah, c'est bon, c'est fait», puis alors les équipes de sécu vont revérifier. Enfin bref, ça peut être assez long comme ça et ça peut prendre beaucoup de temps. Une prod, on le connaît tous, hein, on a tous des exceptions, différents groupes de machines à gérer et ça aussi, ça peut être assez long à faire. Et après, il va falloir maintenir ça dans le temps, le superviser, le monitorer dans le temps.
le prouver éventuellement à des auditeurs ou à vos clients ou à vos infogérants comme quoi ils n'ont pas fait leur boulot. Et donc ça, c'est pareil, ça peut être assez long à faire, assez fastidieux. Et donc c'est un des premiers enjeux auxquels, on est confronté quand on se met en conformité, c'est que en fait, ça devient vite intenable. Alors il y a un deuxième sujet dans ce qu'on adresse qui est le patch management, comme je le disais, qui était une de nos 3 solutions et qui est aussi souvent le cas pour ceux qui gèrent manuellement les mises à jour. Et bah, je dois mettre à jour tous les mois, mais c'est impossible que je puisse passer sur l'ensemble de mon parc tous les mois pour bien mettre à jour l'ensemble des systèmes. Donc on rejoint un peu cette partie-là où l'automatisation devient une nécessité, en fait. Si on veut pouvoir tenir les exigences, en tout cas de nos clients ou les exigences, de notre politique de sécurité ou de la norme auquel on est appliqué, on est soumis. Souvent, les approches traditionnelles qui sont utilisées quand on va se mettre en conformité par rapport à des normes, les équipes de sécu ont l'habitude de faire ça depuis longtemps. Il y a des outils qui existent déjà. La plupart du temps, ce sont des outils plutôt orientés scan, audit, mais qui du coup sont très peu adaptés lorsqu'on veut vraiment appliquer et corriger après les choses sur le système. Hem et ça nous donne des rapports hyper longs, on les a tous connus, hein, moi de l'époque en tout cas, je me souviens, vraiment des rapports Nessus, qui faisaient des dizaines et des dizaines de pages. OK, j'en fais quoi? C'est impossible de pouvoir s'y retrouver, de comprendre une route cause, de problématiques de conformité, donc c'était hyper compliqué et on manque de visibilité du coup pour démontrer ça, après à son auditeur en disant: «Bah, on a fait tout ce qu'on a pu, on n'est pas conforme pour telle raison, et voilà ce qu'on a mis en place à côté comme remédiation, comme contournement, tout en sachant qu'on n'est pas conforme, certes, mais on a mis en place des choses à côté. Heu et donc voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu de la partie industrialisation, parce que c'est vrai que, hem, on n'a pas c'est pas toutes les mêmes machines et donc en fait, quand on va aller, dans le temps, regarder, OK, je dois déployer sur 500 machines différentes, mais il y en a certaines qui vont se ressembler, il y a des services web, d'autres non. Comment on fait pour s'y retrouver? Comment on fait pour industrialiser? Et c'est souvent les personnes qui ont pas encore beaucoup d'automatisation jusque-là, sont souvent dans cette difficulté, justement. Alors c'est pour ça qu'on a créé cette solution Policy and Benchmark Compliance, qui est un produit dont l'objectif, c'est déjà, pour l'instant, de vous aider à appliquer des benchmarks de sécurité et donc nous, on a choisi CIS Benchmark. Ça ne sera pas le seul. D'ailleurs, si vous attendez, des d'autres benchmarks ou d'autres normes politiques, n'hésitez pas à le mettre, dans le chat. Ça peut nous aider à prioriser, les choses. Pour l'instant, pour être honnête, on en parlera peut-être tout à l'heure un peu avec Nico, mais on a commencé à choisir, 1 ou 2, donc et voilà, vraiment très curieux de pouvoir, avoir votre retour sur les normes que vous voudriez voir, appliquées dans Rudder, à travers cette solution. Bref, donc du coup, CIS Benchmark qui est prête à l'emploi. Donc nous, on s'est tapé, les 500 contrôles, on les a mis dedans. Donc c'est fini, les PDF à rallonge, à analyser, à regarder et à remettre dedans. C'est déjà prêt à l'emploi. Vous prenez Rudder, vous l'avez tout de suite. J'ai eu un retour d'un client, qui a bêta testé la solution. Bon, ils ont qu'une centaine de machines, donc c'était quand même pas trop long, mais ils ont mis 3 jours pour, se mettre en conformité sur CIS Benchmark. Littéralement, ils ont pris la solution, 3 jours après, ils étaient conformes. Si vous êtes curieux, je vous donnerai, plus tard, le lien de la personne, qui a fait ça. Vous pourrez échanger avec lui si jamais ça vous intéresse. Hem et donc du coup, autre chose, on connaît la prod, on sait très bien que vous n'allez pas pouvoir appliquer ou faire les mêmes choses sur l'ensemble des 500 points de contrôle. Donc vous allez pouvoir choisir et l'adapter, voire même itérer dessus. Donc peut-être démarrer en audit pour certains points, puis passer en enforce plus tard, ou certains les désactiver d'ici à ce que vous soyez d'accord avec votre client final, par exemple, sur le fait de changer la politique de sécurité qui lui est appliquée. Donc vous pouvez choisir ça par groupe ou par contrôle directement, par groupe de contrôle ou par contrôle, mais aussi par machine. Côté industrialisation, du coup, on a intégré, quand il y avait des choix possibles, la possibilité d'avoir des paramétrages. Vous pouvez d'ailleurs réutiliser les propriétés des groupes de machines. Donc, vous faites un groupe de serveurs web. Peut-être que tous vos serveurs web vont avoir, la même définition de longueur de mot de passe et donc vous allez industrialiser ça au niveau du groupe de machines. Ça va être une propriété attachée à l'ensemble du groupe et donc dans, CIS Benchmark, ça va automatiquement hériter de cette valeur-là. Il y en a certaines aussi, pour info, où c'est plutôt des bornes en disant: «Bah, il faut que ça soit au jusqu'à maximum ça». Donc ça, Rudder sait le gérer aussi et sait regarder si la valeur est bien dans la bonne borne, qui va bien. Derrière, on va retrouver un petit peu comme le Nutri-Score, mais nous on appelait ça le Compliance Score, une analyse de niveau de conformité, pour venir contrôler, regarder qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Bah, ce n'est pas au niveau de ce que vous espériez. Vous exportez les données simplement et vous les documentez et notamment les exceptions
Les complexités d'implémentation, vous allez les mettre en markdown directement pour que ça soit, facilement lisible et compréhensible par tout le monde. Je fais une mini pause pour que vous puissiez ingérer toutes ces informations-là. Est-ce que vous avez des questions? Heu, En attendant, je vais continuer le temps que vous écriviez vos questions. Je vais passer à la slide suivante. C'est une slide, qui plaît bien parce qu'on est un peu plus dans le côté pratique. Donc concrètement, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas encore vraiment Rudder là, ici, aujourd'hui dans l'audience. Vous êtes assez nombreux, donc c'est normal. On a, en gros, c'est la façon un peu classique chez nous, en tout cas, de le faire, c'est vous sélectionnez, le contenu que vous souhaitez appliquer. Donc là, en l'occurrence, ça va être le benchmark ou les benchmarks de sécurité. Vous allez choisir les machines sur lesquelles vous souhaitez les appliquer. Donc chez nous, les machines, ça fonctionne par groupe dynamique avec des critères et donc ces critères-là vont être dynamiques, et donc les groupes vont évoluer dans le temps, hein. Potentiellement, par exemple, ça peut être des critères qui sont, bah, voilà, dès que vous allez avoir une nouvelle machine qui va correspondre à l'ensemble des critères qui sont indiqués ici, il va se rajouter automatiquement dans le groupe et donc va hériter du fameux benchmark RHEL 9 et ce benchmark RHEL 9 appliqué à ce groupe de machines, on va le retrouver ici avec une partie configuration et donc là, c'est le moment où vous allez spécifier justement lesquels vous allez vouloir avoir en audit, en remédiation, en désactivation et le documenter. Et donc voilà, tout ça, vous allez le retrouver dans cette partie configuration plus spécifique, c'est le moment où vous allez gagner le plus de temps du coup concrètement par rapport à l'implémenter, manuellement ou même avec des outils, d'infrastructure as code plus classiques. Heu et et donc du coup, après, vous allez vous retrouver avec ce type de visuel-là. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que Nicolas va vous faire une super démo juste après. Hem, mais donc vous allez retrouver cette vision-là par chapitre. Sur chacun de ces chapitres, vous allez retrouver, alors ils appellent ça des items, donc du coup les points de contrôle. Rentrer dans le détail, essayer d'aller comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui était attendu d'ailleurs en théorie. Là, on voit par exemple que du coup le ensures crashFS kernel module is not available. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? On a la documentation de CIS qui est intégrée aussi dedans. Parce que, bah, oui, je ne l'ai pas dit, mais du coup, on a un partenariat avec, le Center of Internet of Security. Donc on a un partenariat avec CIS pour, utiliser ça dans le produit et donc on retrouve toutes les explications, ce qui peut vous aider aussi soit à comprendre pourquoi c'est pas conforme, soit vous aider à paramétrer de la bonne façon dans le produit. Je parle vite, non? Bon, j'espère que c'est pas trop rapide, et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à pouvoir les noter. En attendant, bah, est-ce que Nikos, tu serais chaud et dispo pour nous faire une magnifique démonstration produit? Merci Alexandre. Oui, je suis totalement dispo, c'était un peu l'objectif. Ouais, non mais oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, je te laisse, la main alors du coup et puis on se rejoint plus tard? Ouais, à tout de suite, Alexandre. Ouais. Donc, là, vous voyez normalement mon écran avec, Rudder et un benchmark. Donc c'est le benchmark CIS Red Hat 9 en version 2.00 qui est appliqué sur un environnement de qualification. Donc une fois qu'on l'a appliqué, on a une vue avec un dashboard qui va nous donner les principales, vues au niveau pour chacun des items. Donc comme le disait Alexandre, dans le monde CIS, on parle d'item. Un item, c'est quelque chose qui est géré avec des sections et des sous-sections. Heu, donc là, on a une vue au niveau et on peut rentrer dans le détail et c'est là où justement ça va être beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir le détail de conformité. Alors, on a exactement l'arborescence de CIS qui est présente. Donc, par exemple, si je rentre dans le détail des services, je vais avoir les sous-items, les services serveurs, les services clients, heu, la gestion du temps et les job schedulers. J'ai un petit bouton d'info pour avoir plus de détails, parce que c'est bien gentil de savoir le haut niveau, configure serveur service, mais il faut comprendre exactement qu'est-ce que c'est. Et on a chacun des sous-niveaux. Et donc pour chacun des sous-niveaux, on va avoir, là c'est des items finaux, on va avoir un score, enfin un nom, un score pour l'item, un score pour les nœuds et on peut rentrer aussi dans le détail. Et là, par exemple, on va voir que pour la partie web server, on n'a pas le même score sur les 2 machines. Alors on va déjà regarder qu'est-ce que c'est que pour les le web server. Ensure web server service are not in use. Et donc en fait, la description, c'est qu'un web server donne la possibilité d'afficher un contenu, enfin, d'exposer un site web. Et donc, ben, ça permet d'exporter potentiellement des données.
Sur, mon serveur web, et bah, effectivement, j'ai un serveur web qui est installé, donc je suis pas conforme. Mais c'est l'objectif du serveur web de ne pas être conforme. Par contre, mon serveur de base de données, lui, il a le bon goût de ne pas avoir de serveur web, donc je suis comme je souhaite. Et ce que je vais faire pour ne plus avoir une non-conformité sur ce point-là, c'est d'aller définir une surcharge. Donc pour mon serveur web, je vais aller définir pour le service serveur et redescendre jusqu'au web serveur et je vais faire une exception. Ce serveur-là, je vais lui dire qu'en fait, je ne veux pas appliquer le changement. Je sauvegarde et comme ça, j'ai le changement qui s'est fait et je vais même le documenter dans, ma documentation et je vais indiquer, exception on web server accept that they have a web service. Ça, c'est sauvegardé, les autres personnes pourront savoir pourquoi j'ai une exception sur ce service-là. Donc je reviens sur l'ensemble. On a un score, je vous disais, pour chaque niveau. Si on veut appliquer un nouveau benchmark, on peut créer tout simplement ici un benchmark. Donc là, je vais choisir le benchmark CIS Red Hat 9 et je vais l'appliquer sur la production. CIS RHEL 9 on production server. Donc, comme d'habitude dans Rudder, on définit quel est l'objet, on définit les targets. Donc ici, je vais l'appliquer sur mes serveurs de production. Et enfin, je vais paramétriser mon benchmark. Donc je vais, par exemple, tout passer en audit au niveau des services, parce que ça avait l'air de bien se passer au niveau, des environnements de test, donc je vais le faire aussi ici et je vais sauvegarder. Et donc là, pour l'instant, j'ai pas encore de score sur ce système parce que mes serveurs de prod ont pas encore tourné. Mais quand l'agent aura tourné sur les serveurs de prod, je vais avoir un retour du score de benchmark pour savoir, ben, effectivement, si au niveau des services, on est conforme ou pas. Alors là, j'en ai mis que 2 pour la démo, mais j'aurais pu en mettre, beaucoup plus. Et donc ici, j'ai bien mes 2 benchmarks, qui apparaissent et d'ici quelques minutes, je les aurai. Est-ce que je vois qu'on a un message dans le chat. Et j'arrive pas à le voir. Tu vas pas être déçu du message dans le chat. Paramétriser. Tiens, 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 c'est français. Ah! Oui, oui, bah, voilà. Ouais, bah, bonne idée, de faire le tour des questions. Est-ce qu'il y a des choses que des personnes voudraient voir, tant qu'on est la main sur la démo? Et puis sinon, c'est le moment des questions-réponses. Si jamais il y en a. Pour l'instant, j'en vois pas, donc c'est que tout est clair. Il y a Ou alors Adam que qui tout est le en monde train fait dodo. d'écrire. Ah non, c'est Robinson qui nous parle paramétriser, verbe. Ah ouais, comme quoi c'est bien français. Merci Robinson. Hem, OK, bah, du coup, moi j'avais peut-être, une question qui était, bah, justement, est-ce qu'on va aller au-delà de CIS? Est-ce qu'il y a sur quoi est-ce qu'on pourrait se diriger par la suite, pour l'instant sur lesquels c'est quoi les prochaines étapes pour, ce policy benchmark, Alors compliance? alors donc, au niveau policy benchmark, pour l'instant, on a des benchmarks existants pour, Red Hat 8 et 9, Debian 11 et 12, Ubuntu 20 et 22. Le prochain dans la liste côté CIS, c'est Windows 2022. Et ensuite, on a plusieurs benchmarks qui sont candidats. Il y a notamment les benchmarks de l'ANSSI, les guides de durcissement, que ce soit aussi bien Mmh. pour Linux et pour Windows. Côté NIS2, il y a potentiellement des sous-ensembles de NIS2 qui peuvent être gérés côté, technique. Donc on pourrait avoir un volet NIS2 dans Rudder, au niveau des benchmarks. On a aussi, potentiellement des sous-ensembles d'ISO aussi qui Mmh. pourraient être, dans les benchmarks et on est preneur de toute autre, suggestion sur, des benchmarks qui pourraient vous intéresser. Il y a une question d'Adam, qui nous demande comment sont gérées les exceptions, et les personnalisations du benchmark et est-ce qu'il est possible de modifier pour l'adapter à son environnement?
Alors c'est une excellente question, merci beaucoup. On a effectivement, pour l'instant 2 niveaux de paramétrisation. On a un niveau de paramétrisation qui est inclus dans le benchmark. Typiquement, si on regarde dans les access control avec, on va prendre les SSH serveurs, tiens, c'est un bon exemple. On peut définir une liste de ciphers ou une liste, d'algorithmes qui sont autorisés. Donc on peut être plus restrictif que CIS ou au contraire moins restrictif. Donc ça, c'est un premier niveau de paramétrisation. On l'a pas partout, mais on l'a sur plusieurs champs, notamment, côté SSH, on en a plusieurs. On peut tout simplement désactiver certains contrôles et à terme, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir offrir la possibilité à l'utilisateur de surcharger complètement un contrôle. Donc d'avoir un point et de dire: «En fait, c'est pas ça que je veux chez moi, je veux pouvoir avoir une autre façon de contrôler», notamment parce que CIS, c'est un système c'est un benchmark qui est construit par consensus et c'est très, très rare que le consensus s'applique toujours parfaitement sur une infrastructure, et notamment, il y a des points qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite faire parce qu'on peut vouloir être, un peu plus laxiste. Donc on n'est pas conforme CIS, mais on est conforme à sa propre PSSI ou alors des points où on a envie d'être beaucoup plus strict, et CIS ne permet pas d'avoir, le niveau de profondeur que l'on peut avoir dans une PSSI, définie par la propre, par une équipe de sécurité qui a Oui, défini bah, cette surtout, tradition. au-delà de SAIS, quand on va s'intéresser potentiellement aussi à d'autres normes comme l'ISO 27000 ou Saclean Cloud ou des normes plus haut niveau, il y a des moyens de dire: «Bah, voilà, nous on a choisi, d'implémenter ça parce que ça correspond à des standards, actuels, sur le marché en termes de réponse», ou notamment c'est comme ça que ça a été proposé dans le CIS, et pour répondre à cette problématique-là d'ISO 27000 ou autre. Mais potentiellement, c'est peut-être pas du tout comme ça qu'on veut pouvoir le gérer et le contourner différemment. Donc bénéficier de l'aspect gestion de configuration de Rudder est très intéressant. Mais par contre, l'objectif, c'est que dans Policy and Benchmark Compliance, on soit capable de quand même démontrer un certain niveau de conformité. Donc on a le droit de pas faire ce qui est demandé d'être fait, mais par contre, c'est mieux d'avoir aussi le lien de, bah, du coup, par contre, on l'a implémenté comme ça. Et donc ça, à terme, on aimerait pouvoir faire ça. Le workflow est pas évident parce qu'il faut voir comment est-ce qu'on s'y retrouve, comment on fait le lien entre les 2. Voilà, c'est des questions d'UX, qui sont pas forcément évidentes, donc on va prendre notre temps là-dessus, pour le faire. Je vois pas d'autres questions pour l'instant, à part Adam qui en tape une super longue, visiblement. Ah non, il attendait de terminer. Les overloads ou autres, donc override et autres modifications peuvent Effectivement. être restreintes à un groupe d'assets. Donc les modifications et les surcharges peuvent à chaque fois être faites soit au niveau du nœud, on peut dire pour un nœud spécifiquement, comme j'avais fait tout à l'heure, pour le serveur web, on va surcharger ou on peut le faire au niveau d'un groupe. Donc si on a une règle si on a un benchmark qui va cibler plusieurs groupes, on peut changer le comportement pour, un ou plusieurs, des groupes qui sont cibles. OK. Est-ce Et là, que, on voit aussi que le benchmark que j'ai appliqué, excuse-moi Alexandre, ouais, le non, mais benchmark bien que sûr, j'ai vas-y. appliqué en production est déjà passé et donc on a, des retours et notamment, sans grande surprise, on a des points qui sont pas totalement conformes et qu'il faudra, traiter parce qu'on est sur, on a des services qui ne devraient pas être activés sur ces serveurs de production et donc, ensuite, je passerai en remédiation, après le webinaire pour, durcir mes systèmes. OK. Je vois qu'il est 11h28. Est-ce que ça intéresse du monde peut-être d'avoir, peut-être, toi et ton équipe, vous déployez Rudder depuis longtemps. CIS aussi. Ouais, forcément, hein, en étant fondateur, je peux dire, il y a pas grand monde de plus que toi qui qui déploie du Rudder depuis longtemps, enfin, même si maintenant, c'est plus vraiment ton travail directement. Moi, oui. Tout ça pour dire qu'en fait, ça fait aussi quelques temps, nous, qu'on est partenaire, CIS, mais du coup, on l'était plutôt dans le cadre du consulting. Donc on accompagnait nos clients à déployer CIS avec la partie gestion de configuration. Donc ça fait déjà quelques temps que vous déployez, toi et ton équipe, CIS, en production chez des clients. Là, maintenant, il y a en plus Policy Benchmark qui arrive pour essayer de faire un petit peu gagner de temps, là-dessus, et puis de visibilité. Quels seraient, peut-être tes conseils ou les recommandations de comment est-ce qu'on peut bien s'y prendre pour déployer CIS aujourd'hui? Alors les recommandations qu'on peut faire autour du déploiement de CIS ou de même n'importe quel benchmark, c'est déjà d'avoir
une vision de, comment l'infrastructure est découpée et donc d'avoir des groupes de machines qui sont globalement cohérentes. Alors là, dans mon exemple, j'ai fait, production et QA. En vrai, on va avoir des groupes qui vont être beaucoup plus fins parce qu'on va être sur des parcs plus gros que sur une démo et donc tous les serveurs web vont avoir globalement les mêmes contraintes. Tous les serveurs de base de données vont avoir globalement les mêmes contraintes et on va déjà travailler sur des ensembles qui sont cohérents pour pouvoir appliquer des configurations, enfin, du coup, appliquer les benchmarks de façon cohérente et identifier des déviances entre ces systèmes. Donc la première étape va être d'avoir un découpage fonctionnel du parc via les groupes. Donc pour ceux qui connaissent pas bien Rudder, les groupes, c'est un moyen de faire des requêtes sur les inventaires des machines pour les regrouper ensemble et modéliser l'infrastructure au sein de Rudder. Et ensuite, alors on peut passer tout en audit d'un coup, mais le risque, c'est d'avoir énormément de non-conformité parce qu'on est Oui, très du coup, on rarement est noyé, hein, conforme on CIS. n'a pas ces ouais, on n'a pas Et ce donc moi, ce que je recommande, ça va être plutôt d'avoir un déploiement progressif, des contrôles. Là, vous voyez sur l'exemple que je vous ai fait sur la prod, j'ai commencé par les services en audit. C'est, heu, c'est un bon début de commencer déjà par les services parce que ça permet déjà de vérifier qu'on a bien une cohérence entre les différentes machines d'un même groupe, de voir par exemple qu'on n'a pas des vieux services qui tournent sur quelques machines et qui n'auraient pas dû être là. Et de remettre en conformité, les services. C'est souvent là où on a le plus grand nombre de surprises et le moins de difficultés à remédier. L'impact de retirer ou de désactiver des services est en général assez faible, que ce soit des services clients ou des services serveurs. Ensuite, on a tout un volet autour, du login, donc de garantir les traces et du système d'intégrité. Donc là, pareil, c'est assez facile à mettre en place, c'est assez facile à auditer, de voir, effectivement que, les systèmes loguent bien tout ce qu'il faut et qu'il n'y a pas de risque de perte de données. L'impact, encore une fois, il est assez faible et ensuite travailler sur les parties, contrôle d'accès. Alors là, les contrôles d'accès deviennent un peu plus risqués, mais notamment, vérifier qu'on ne peut pas se connecter à la machine en temps que route ou qu'on ne peut pas se connecter avec un mot de passe. Et c'est aussi l'occasion de permettre de passer du temps à réfléchir à quelles sont les règles qu'on souhaite à mettre en place dans l'entreprise, et d'établir sa PSSI si on n'a pas déjà une PSSI qui est en place, pour l'adapter aux bonnes pratiques, dictées par CIS. OK, merci. On a une autre question d'Anthony du groupe, The XX, le fameux groupe, de musique, UK, qui, nous demande: «À propos des inventaires, une intégration avec des outils tels qu'Ansible est-elle possible ou envisagée aujourd'hui?» Et donc la réponse est oui. Je te fais une pause comme ça tu peux parce qu'après c'est à toi de parler de Rudder 9. Hem, oui et elle existe déjà. On a la possibilité de pouvoir utiliser les groupes de Rudder. Donc si vous avez Rudder, vous déployez Rudder, vous avez des groupes de machines, notamment des inventaires dynamiques. Enfin, donc on a l'inventaire technique, pour rentrer dans le détail et d'ailleurs, on peut le surcharger avec des propriétés, qu'on peut aller chercher par exemple depuis des CMDB ou des API, externes. Donc, typiquement, on a pas mal d'infogérants par exemple qui relient leur portail, utilisateur avec Rudder. Comme ça permet de pouvoir dérouler, certaines informations et les redescendre, au niveau des nœuds ou des groupes de nœuds, simplement comme ça. Et comme les inventaires sont dynamiques, en plus, c'est hyper pratique, hyper intuitif. Est-ce que tu peux montrer pendant que je parle, la partie, Ouais. Criteria, notre Criteria parce que du coup, pourquoi pas, enfin, notamment pour les gens qui connaissent pas Rudder, ça peut être pratique. Rendre ça plus visuel. Hem et donc, résultat, en fait, on va pouvoir utiliser ces outils-là qui sont hyper chouettes, qu'on peut en plus, comme je disais, corréler avec des informations plus fonctionnelles. On peut remonter dans l'inventaire des données supplémentaires. Je prends l'exemple, par exemple, vous avez, des paquets, qui sont, enfin, justement, des applis qui ne sont pas des paquets, mais qui sont, des choses statiques que vous avez, déployées ou compilées, sur votre machine. On peut remonter ces infos-là. Vous pouvez surcharger l'inventaire technique avec d'autres données, vos données à vous, métiers, on peut les remonter dans l'inventaire pour que vous puissiez en faire des groupes et donc vous pouvez redescendre, enfin, entre guillemets «redescendre» depuis ServiceNow ou d'autres, outils de CMDB des données à l'intérieur. On peut même faire des JSON et plein de choses un peu compliquées, justement dans les groupes, pour vraiment faire, quelque chose de chiadé. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est hyper cool. En tout cas, c'est les gens
nous en parlent. Désolé, de ma façon de parler, mais la plupart des gens nous disent littéralement ça quand ils utilisent Rudder. Moi, j'ai connu Rudder comme ça, parce qu'avant j'étais utilisateur de Rudder, il y a bien, bien longtemps et du coup, là, cette notion de groupe, elle est hyper puissante et dans Ansible, bah, c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on peut retrouver, c'est la gestion des inventaires et des groupes de machines qui est pas toujours facile, même si, Tower, vient aider un petit peu, là-dedans. Et donc oui, il y a un plugin qui permet de pouvoir utiliser les groupes de Rudder depuis Ansible. Donc vous pouvez dire: «J'applique tel playbook», et en plus, bah, du coup sur le groupe de Rudder, qui est issu de Rudder. C'est valable aussi pour, Rundeck, il me le semble d'ailleurs aussi. Oui, on a aussi un plugin Rundeck qui permet de choisir, enfin d'utiliser Rudder comme source de données et aussi de récupérer les propriétés des nœuds ou des groupes, bah, donc dans Ansible ou dans Rundeck pour enrichir les playbooks qu'on veut jouer ou les jobs. Cool. Eh ben, on a répondu à toutes les questions. Il faut qu'on enchaîne si on veut pas perdre tout le monde, avec la pause du déj, pour, présenter Rudder 9 et donc bah, je te laisse continuer. Si vous avez d'autres questions à propos de Policy Benchmark, n'hésitez pas. Pour ceux qui connaissent pas encore trop bien Rudder, bah, vous allez peut-être apercevoir, quelques fonctionnalités supplémentaires dans Rudder, mais sinon, on peut, bah, se recontacter prochainement. Il y a un sondage qui va s'afficher justement, si jamais vous seriez intéressé pour qu'on en discute. Alors on est une boîte de tech, on fait un produit open source, en tout cas, une bonne partie, de Rudder est aussi open source. On n'est pas, des gros relous, sur cet aspect-là. Si vous répondez «oui», c'est juste que, moi je vous recontacte ou quelqu'un de l'équipe vous recontacte, bah, dans la foulée pour voir ce que vous souhaiteriez avoir, comme information. Si vous voulez faire un free trial, si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans le free trial, si vous souhaitez juste discuter de ces Yes Benchmark, bah, voilà, n'hésitez pas à me répondre «oui» et on peut en parler, s'il y a pas d'obligation de quoi que ce soit derrière, voilà, donc c'est juste pour savoir si ça vous intéresse et si oui, on prenne le temps de discuter avec vous et pour celles et ceux qui envisageraient de venir à DevOps Rex ou l'OSXP, n'hésitez pas, bah, parce que nous, on a un stand, on est premium, enfin, on est le plus haut niveau, Platinum. Donc on est un des plus gros stands que vous pourrez trouver à l'OSXP DevOps Rex, bah, du coup, c'est le 10 et 11, décembre prochain à Paris. Bah, n'hésitez pas à passer, j'y serai, Nicolas aussi J'y serai certainement, aussi, ouais. et donc voilà, on aura plaisir à vous rencontrer et à boire une petite mousse avec vous si le cœur vous en dit. Merci Alexandre. Ouais, Alors à plus maintenant, tard. je vais vous présenter les nouveautés de la 9.0, mais avant, on a un petit sondage pour vous. Est-ce que vous êtes déjà passé en Rudder 9? Ah, je ne partage plus, de O toute ouais, évidence. j'ai l'impression que j'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà. Heu, est-ce que vous êtes déjà passé à Rudder 9? Donc vous avez un sondage en cours. Je vous invite à y répondre et globalement, pas encore. Parfait. Et ben, ça va être l'occasion de découvrir les nouveautés, de Rudder 9. On a plusieurs types de nouveautés qui sont assez intéressantes, outre Policy Benchmark et Compliance, qui était un peu la grosse fonctionnalité, dont on a passé beaucoup de temps à vous présenter. Donc côté, vulnérabilité, maintenant on peut filtrer l'affichage, des vulnérabilités par groupe de nœuds. C'est particulièrement utile si vous avez beaucoup de nœuds, ou des nœuds qui sont plus critiques que d'autres et que vous voulez avoir, une vue sur ces nœuds-là en particulier. On peut filtrer pour avoir l'affichage uniquement sur certains nœuds pour mieux, concentrer nos efforts pour, corriger. Sur les côtés campagne de patch, on a fait un changement qui est pas très visible du coup, c'est le problème de beaucoup de changements qui sont sur du back office. On peut exécuter des commandes sur le serveur Rudder avant et après l'exécution d'une campagne de patch. Donc on pouvait déjà le faire sur un nœud, de pouvoir exécuter une commande juste avant que le nœud se mette à jour, enfin une ou plusieurs commandes, hein, évidemment, juste avant qu'il se mette à jour, une fois qu'il a été mis à jour et après la mise à jour. Et maintenant, on peut faire la même chose sur le serveur Rudder à partir de Rudder 9 pour typiquement démarrer des VM si la campagne cible des VM et que des machines sont éteintes, ou notifier des utilisateurs depuis un point central. Par exemple, si les nœuds n'ont pas forcément accès à un serveur de mail
pouvoir envoyer un message ou alors, notifier le service de monitoring que tout un lot de serveurs, vont être impactés, et une fois que la campagne est finie, qu'effectivement la campagne s'est passée bien ou non aussi, donc on peut remonter aussi des informations de comment s'est passée la campagne avec des potentielles erreurs. Ah, je vois qu'il y a une, demande de Damien, donc vous vous basez sur quelles ressources pour le suivi des vulnérabilités? Donc pour le suivi des vulnérabilités, on utilise une API chez nous qui se base sur Vultr et on récupère les sources, de vulnérabilités depuis les différentes distributions. Donc les différentes distributions publient, des OVAN de vulnérabilité et nous on se base dessus, ainsi que sur ce qui est publié par le NVD. J'espère que ça répond à votre question, Damien. Parfait. On a aussi, fait quelques améliorations visuelles dans Rudder 9. Donc déjà en Rudder 8.3, on pouvait exporter le contenu de certaines tables en CSV. Donc l'idée, c'est d'avoir une liste de nœuds qui est affichée quelque part ou une liste d'informations et de pouvoir cliquer sur export pour l'avoir en CSV. Donc on l'avait en 8.3 uniquement sur la liste des nœuds et sur les campagnes de patch et là en 9.0, on l'a sur un peu plus, de tables pour pouvoir justement exporter, notamment côté groupe, pour exporter directement des informations des groupes. Si les colonnes ont été customisées, donc si on a rajouté des informations dans ces colonnes, l'export contient aussi le contenu, de ces informations supplémentaires. Donc ça peut vraiment être utile si vous voulez partager des informations de Rudder à quelqu'un, enfin à une autre entité, en interne plus facilement. Le drag and drop aussi dans le Technic Editor a été modifié. Donc historiquement, on avait des méthodes qui se déplaçaient un tout petit peu pour laisser la place aux nouvelles méthodes pour rentrer. Le retour qu'on avait, c'est que, c'était très dur d'identifier où on était ensuite, quand on a des très grosses techniques et donc maintenant, on a laissé par défaut un tout petit peu plus d'espace et on a une belle ligne bleue qui se met en place là où va arriver la méthode. Comme ça, on n'a pas de déplacement et on sait mieux identifier où seront les nouvelles méthodes quand on va les ajouter en drag and drop. Et enfin, un dernier gros changement, c'est la mise en conformité de Rudder avec SecNumCloud. Donc SecNumCloud nécessite, d'avoir pour toutes les communications qui ont lieu dans une bulle SecNumCloud, la validation de tous les certificats par, une autorité de certification. Donc là, à partir de Rudder 9.0, on a en mode technical preview la possibilité, d'avoir des certificats qui sont issus d'une PKI interne et de les faire valider au moment de chaque communication par l'autorité de certification pour être 100 conforme avec SecNumCloud. On a déjà un client qui utilise, cette fonctionnalité, en production dans un environnement de prod SecNumCloud. Comme avec chaque version majeure de Rudder, on a un changement dans les OS qui sont supportés et donc là, je rappelle la règle, rapidement sur la maintenance des versions de système d'exploitation. Donc maintient toujours, enfin on supporte toujours dans Rudder la dernière version maintenue des distributions. C'est systématique pour chaque distribution supportée, la dernière version sera toujours maintenue. Et au moment d'une nouvelle version majeure de Rudder, donc une version majeure, c'est le premier chiffre qui change, donc là, Rudder 9, c'est une version majeure, on regarde quel est l'âge de la version précédente. Pour Debian, Ubuntu, SLES, si la version précédente a au moins 9 mois ou pour, Red Hat, si elle a au moins 18 mois, alors on ne la maintient pas, dans Rudder Core, on a besoin d'une souscription et si elle a moins de 9 mois ou moins de 18 mois pour Red Hat, alors elle est aussi maintenue, dans la version communautaire. L'objectif, c'est, d'avoir des chemins de migration sans devoir supporter des versions, trop anciennes en permanence et les versions précédentes, donc N-2 de ces OS, donc là actuellement, la dernière version de Red Hat, c'est la Red Hat 10, donc la version Red Hat 8, elle est supportée uniquement avec une souscription, vous avez besoin d'une souscription. Du coup, en récapitulatif, pour le serveur Rudder ou pour, les versions communautaires de Rudder, on supporte Debian 12 et 13, Ubuntu 24, Red Hat 9 et 10, SLES 10 SP6 ou plus récent et Amazon Linux 2023, heu, pour le serveur Rudder du coup et en open source et on a supprimé dans Rudder 9
en communautaire et pour le serveur Rudder, le support de Red Hat 8, Ubuntu 22 et Debian 11. Côté nœud, on a une très grosse liste, du coup, je vais pas vous la lire ici parce que je pense que ça ne sera pas intéressant, mais on a des changements qui sont assez significatifs. On ne supporte plus l'architecture PPC 64 LE. On n'avait pas plus vraiment d'utilisateurs dessus, et on ne supporte plus, Red Hat 6 et antérieur, Windows 12 R2 et antérieur, Debian 9 et antérieur et Ubuntu 16 et antérieur. La liste complète est disponible sur le site internet si vous souhaitez avoir plus de détails. Si vous voulez mettre à jour vers Rudder 9, attention, on supporte la mise à jour uniquement depuis Rudder 8.3. Donc si vous êtes dans une version antérieure, vous devrez d'abord faire la mise à jour en 8.3, puis en Rudder 9. Et en Rudder 9, comme je vous l'ai déjà dit, on a besoin d'avoir des OS qui sont assez récents. Donc si votre Rudder 8.3 est installé, par exemple, sur une Red Hat 8, vous aurez besoin d'installer une Red Hat 9 ou une Red Hat 10 à côté, d'installer un Rudder 8.3 dans la même version, faire la migration de données, de votre, ancien Rudder vers le nouveau Rudder pour le mettre à jour en Rudder 9. Un autre point d'attention, si vous gérez des Windows 2012 R2 ou des Windows 10 et que, s vous devriez attendre avant de mettre à jour le serveur en Rudder 9 parce que les agents, ne vont plus fonctionner. Heu, les agents même 8.3 ne fonctionneront plus avec un serveur Rudder 9 pour Windows 2012 R2 et Windows 10. Et si vous avez installé votre serveur Rudder il y a bien longtemps, à l'époque de Rudder 6 ou avant, et que vous avez des utilisateurs qui sont locaux, donc pas en utilisant une authentification via AD ou via, le SSO, vérifiez le type de hash qui est utilisé parce qu'on a modifié le type de hash. On ne supporte plus, le SHA et on autorise uniquement du Argon ID. Les notes d'upgrade sont disponibles, sur, notre site avec tous les détails de chacun des points. Là, actuellement, la dernière version, c'est la version 9.0.1. Et enfin, Rudder 8.3 est maintenu jusqu'au 24, enfin, est maintenu en open source jusqu'au 24 janvier pour nos clients qui ont une souscription jusqu'au 24 avril et pour nos clients qui ont une souscription premium jusqu'au 24 juillet 2026. Donc ça devrait vous laisser le temps de mettre à jour, de façon assez directe. On a un petit sondage pour vous, si vous souhaitez 1 heure, d'accompagnement pour vous aider à mettre à jour en version 9.0, n'hésitez pas à dire «oui» et comme ça nous vous recontacterons pour qu'on vous aide pour mettre à jour. Eh ben, merci Nico. Est-ce qu'on a des dernières questions, sur le chat avant qu'on clore ce webinar que vous pourrez retrouver en replay, prochainement? De toute façon, les informations, à propos de Rudder 9 ont déjà été transmises par Nicolas à l'ensemble des clients, que l'on avait, bien enregistrés et puis, côté utilisateur, si vous êtes utilisateur Rudder Core, donc Rudder, sur la partie communautaire, il y a la newsletter sur laquelle on communique régulièrement et sur nos réseaux sociaux. Dans la partie community de notre site web, il y a les blogs et généralement, il y a un article de blog. Donc là, il y en a un, en l'occurrence, qui parle de la sortie de Rudder 9, si vous souhaitez revoir, des éléments plus, rédigés, dessus. Pour la note d'upgrade, bon, bah, c'est difficile de cliquer sur une vidéo donc du coup, j'ai une petite pop-up en bas à gauche qui est apparue, qui vous permet de pouvoir accéder à la note d'upgrade. Sinon, ça se trouve dans la documentation de Rudder directement. Voilà. Je vois pas de questions. Donc, bah, voilà. C'est quand la prochaine release, de Rudder qui est prévue, Nico? C'est C'est prévu en avril 2026, la prochaine release. On a des releases tous les 6 mois pour les versions mineures et les versions majeures sont entre tous les 18 mois et 2 ans. OK. Eh ben parfait. Je vois une question de Damien qui permet de dire: «Est-ce qu'on est pour vérifier si on est bien inscrit à la newsletter?» Eh bien, je crois pas que sur le site web on puisse le vérifier directement, mais je regarderai, de mon côté, bah, dans les données pour voir si je peux le retrouver, tout simplement. Et puis, bah, voilà, je te tiendrai au courant, Damien, de savoir si tu es bien inscrit. Tuc, 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 Rudder user oui, bla, 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 bla. Oui,
tu es bien inscrit normalement, tu es bien dans la liste des gens qui sont censés recevoir la newsletter. Heu, il y a la 9.1. On est en train de finaliser la roadmap de notre côté, pour la 9.1. J'ai rien à vous partager dès maintenant. Mais par contre, si vous, vous attendez quelque chose, de Rudder 9.1 ou des prochaines versions, des idées de features, d'amélioration, de bugs, qui vous cassent les pieds régulièrement, hésitez pas à le mettre là dans le chat, on le prendra en compte. C'est pas promis qu'on le fasse pour la 9.1, mais par contre, on peut les prendre en compte, facilement, donc n'hésitez pas, c'est un bon endroit, un bon moment. Je vous rappelle aussi qu'on a un chat communautaire. Si vous allez dans la doc rudder.io, il y a un petit bouton en haut à droite de la doc, pour accéder au chat et donc voilà, il y a 340 ou 350 personnes, je crois, sur le chat, communautaire et donc n'hésitez pas à y venir, aussi. On n'y parle qu'en anglais par contre, mais donc c'est aussi une façon pour vous de discuter avec l'équipe, pour, ceux qui ne sont pas clients, parce que les clients et notamment les clients premium ont un accès directement avec nous en messagerie privée avec l'ensemble de la team, y compris les développeurs, mais c'est pas le cas de tout le monde ici. Donc, le chat communautaire est une autre manière aussi de pouvoir discuter avec nous, plus au quotidien, je dirais. N'hésitez pas à passer par là aussi. J'ai Eh mis ben, le lien merci dans à le tout le chat. monde. Ouais, merci Nico, j'ai vu ça. Merci à tous et à toutes, pour de votre présence. Merci Nico, pour, cette, magnifique présentation Merci à et tous, merci puis, Alexandre. de rien et du coup, à très bientôt, peut-être à l'OSXP DevOps Rex, dans 3 semaines maintenant et puis, sinon, je vous souhaite des bonnes, fins d'année une bonne fin d'année à tous et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.